pour beaucoup. Et enfin, vous avez la mondialisation. J'aime pas trop parler de la mondialisation, mais la mondialisation, c'est le modèle le plus aisé que les Occidentaux ont trouvé pour faire de l'Afrique le creuset des matières premières pour alimenter les industries occidentales. Et bien, dans cette mondialisation-là, l'Afrique du Sud a compris très bien que elle ne saurait faire avec ce système qui est pensé par les Occidentaux. Voilà pourquoi, avec ses pairs, je parle ici des BRICS, elles ont jugé utile justement de basculer vers cette mondialisation qui en réalité est un schéma conçu pour maintenir l'hégémonie américaine, vers ce qu'on appelle aujourd'hui la multipolarité à travers la formation des BRICS, qui donne une alternative aux pays du monde considérés comme étant des pays faibles de véritablement avoir des opportunités, avoir des possibilités d'autres puissances avec lesquelles ils peuvent justement échanger, commercer pour ne plus rester sur la coupole ou alors sur le monopole des États-Unis. Et donc face à cette réalité, face à ces enjeux où je venais justement de briefer, qui démontrent à ce fait l'importance de la Fédération de Russie ou encore de la Chine et même de l'Inde, même si on ne parle pas beaucoup parce que dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'Inde a une avance très prépondérante, même sur les États-Unis, avec le dossier Taïwan. Taïwan, pratiquement 80% des microprocesseurs que nous utilisons aujourd'hui à l'échelle internationale sont produits à Taïwan. Ça veut dire que quand vous parlez des satellites dans l'espace, quand vous parlez des missiles intercontinentaux, des missiles balistiques, des missiles tactiques, quand vous parlez de tout ce qui est technologie militaire, quand vous parlez des laptops processeurs et tout ce qui est intelligence artificielle, vous ne pouvez faire sans Taïwan parce que tout ça, toutes ces technologies utilisent les microprocesseurs. Or, le marché de production de microprocesseurs à l'échelle internationale, c'est Taïwan, pratiquement 80%. Voilà pourquoi Taïwan est un enjeu stratégique, non seulement pour les États-Unis, mais également pour la Chine. Et donc, face à ces réalités-là, l'Afrique du Sud comprend très bien que la réalité du monde, ou alors les vérités, ou alors le monde de demain, ne peut se faire qu'avec ce camp-là, à savoir l'alliance russo-chine, Indo-Chine et bien tout ce que vous voulez, de nature à renverser l'ordre mondial qui avait été établi depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis. Effectivement, parce qu'il faut également le rappeler, c'est une posture en tout cas sans complexe. L'Afrique du Sud, on a parlé, on l'a dit à l'entame de cette émission, d'ailleurs elle a pris position contre ces sanctions, même également lors des votes au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la Russie. Donc on voit une Afrique du Sud qui ne titube pas sur ses choix et sur ses positions. C'est vrai que on se demande de l'impact dans la géopolitique, mais je pense que vous avez quand même donné des éléments de réponse là-dessus. Alors, est-ce que le fait que ce soit parce que c'est la Russie, ou alors le fait que Pretoria fait également partie des BRICS, parce que tout à l'heure on a parlé des chiffres, la part de marché des BRICS qui est plus élevée aujourd'hui que celle du G7. On voit donc une montée en puissance de ces différents pays-là. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est sur qui ou sur quoi s'accrocher? Bien sûr, bien sûr, parce que c'est confirmé récemment, parce que je crois que c'était le 21 ou le 23 mars. Mars, tout à fait. La Fédération de Russie publiait justement, décrétait, Poutine signait un décret de la nouvelle politique étrangère russe. Et dans la nouvelle politique étrangère russe, il est clair que il y a trois éléments frappants qui ressortent à l'intérieur. Le premier élément frappant, c'est que la Russie définit les États-Unis comme étant une menace existentielle, non pas simplement pour la Fédération de Russie, mais également pour tous ses alliés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, à travers cette nouvelle politique étrangère, la Fédération de Russie, et dans cette nouvelle politique étrangère, la Fédération de Russie autorise son armée à agir à chaque fois que l'État ou alors la Fédération de Russie sera mise en danger, ou alors un de ses alliés. Et rappelons encore très bien, l'Afrique du Sud est un allié stratégique pour la Fédération de Russie. Dans cette politique étrangère également, la Fédération de Russie précise qu'elle entretiendrait des liens d'égal à égal avec les États, ce qui est différent de la politique étrangère américaine. Mais c'est clair, elle cite les États comme étant des États d'égaux à égaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas parce que c'est une superpuissance qu'elle va essayer de dominer et l'autre, oui. C'est-à-dire que cette volonté d'ingérence qui est manifeste du côté des États-Unis, eh bien, la Russie dit non, tous les États ont un titre d'égal
conformément à sa politique étrangère. Et enfin, la Fédération de Russie précise clairement que, aux côtés des autres puissances émergentes, il compte s'appuyer sur ces puissances-là pour justement renverser la doctrine américaine qui fait en sorte que c'est un groupuscule de personnes qui ont le pouvoir de décision dans les instances internationales. Et vous verrez que cette politique étrangère russe va en étroite ligne avec la plupart des pays qui se veulent aujourd'hui être des États souverains. Interrogez la politique étrangère chinoise, vous verrez que c'est la même chose. Interrogez la politique étrangère sud-africaine, vous verrez que c'est la même chose. Alors, nous sommes dans une communion d'États où les intérêts justement convergent. Contrairement au bloc occidental, parce que même si on ne le dit pas, dans le bloc occidental, les intérêts divergent. On a vu la sortie du président Emmanuel Macron, je crois, il y a pratiquement 24 heures, qui faisait savoir que l'Europe doit pouvoir se sortir de cette dépendance, des États-Unis, parce que le dollar a une influence sur l'euro, patiti patata. Vous comprenez que ça ne donne pas très bien. Ça ne donne pas très bien. Mais d'un autre côté, vous avez des États qui en réalité développent des stratégies, développent des politiques qui convergent et qui vont justement dans le même sens, à savoir amener le monde vers, premièrement, un certain respect du droit international, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à bien des années. Deuxièmement, l'évolution du monde vers une certaine multipolarité, c'est-à-dire qu'avec la présence de plusieurs blocs, de nature à imposer également leur force. Et vous l'avez encore si bien dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et quand on parle des chiffres, j'aimerais bien rappeler que ces chiffres dont vous venez de donner, les BRICS sont largement supérieurs à ça. On veut nous faire comprendre qu'il n'y a qu'un % de chiffres, 1%. Oui, c'est vrai que le décalage est pratiquement de 1%. Bon, je ne suis pas spécialiste en économie, mais j'ai quand même ma petite ciboule qui réfléchit. On ne peut pas comparer un marché de 600 millions de personnes, un marché de consommation de 600 millions de personnes avec un marché de consommation de 4 milliards de personnes. C'est-à-dire que même si vous prenez en termes de miettes, même si les échanges ne valent rien du tout, rien que le marché de consommation des BRICS, qui pèse pratiquement pour 4 milliards de consommateurs, ne saurait être en rivalité ou alors en comparaison avec un marché de 800 millions, surtout que en termes même de chiffres de balance commerciale, un pays par exemple comme la France, même si on ne le dit pas, la France aujourd'hui, c'est pratiquement 170 milliards de dette extérieure en termes de balance commerciale. La balance commerciale de la France par an aujourd'hui est de 30 milliards de dollars. Elle est déficitaire vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la Chine. Parce que la Chine aujourd'hui détient pratiquement 3/4 de la dette extérieure française. La Chine aujourd'hui détient pratiquement 70% du trésor américain. Ça veut dire que ce sont les Chinois qui payent les salariés américains, les fonctionnaires américains. Et donc, comment sur la base de ces chiffres-là, et la Chine qui appartient au BRICS, qui pèse pour pratiquement 4 milliards de personnes, peut être en décadence ou alors en déficit de 1% vis-à-vis du G7, si on peut les appeler ainsi. Vous voyez que en réalité, ce sont des chiffres qui ne tiennent pas mathématiquement. Ce sont des chiffres fantaisistes parce qu'aujourd'hui, le véritable pouvoir d'achat, le véritable pouvoir de consommation, ce sont les BRICS. Voilà pourquoi les BRICS sont en train de faire de l'Afrique un enjeu, un acteur, un partenaire stratégique. Parce que dans la doctrine des BRICS, l'Afrique est un acteur et un partenaire stratégique. Parce que non seulement l'Afrique, c'est une population jeune, un peu moins de 30%, un peu plus de 70% de la population africaine a moins de 40 ans, pratiquement 30 ans. Si à ça vous ajoutez le fait que d'ici 5 à 10 ans, l'Afrique sera la première démographie du monde, vous comprenez que l'Afrique également est un marché de consommation pour les BRICS. Mais mieux encore, si vous ajoutez à ça les matières premières, les matières stratégiques telles que le lithium et bien d'autres choses, sans lesquelles les technologies militaires de demain ne peuvent pas se faire, parce qu'on ne le dit pas toujours. Si demain, puisque les puissances sont en train d'évoluer vers l'arme, la bombe à hydrogène, l'hydrogène se trouve en grande quantité sur le territoire malien. Vous faites comment si vous avez besoin de développer cette technologie, si vous n'êtes pas partenaire avec le Mali? On parle du lithium qui est représenté un peu partout sur les continents africains. Aujourd'hui, on sait très bien que sans le lithium, vous ne pouvez pas envoyer un satellite dans l'espace, vous ne pouvez pas produire ces laptops et bien d'autres choses. Et vous faites donc comment si vous voulez continuer à exister sans l'Afrique? Si vous ajoutez à ça le coltan, sans lesquels les batteries des téléphones, les entreprises comme Google, Apple, Samsung génèrent des bénéfices. Vous faites donc comment sans l'Afrique? Et donc les BRICS ont compris que l'Afrique est un partenaire stratégique avec lequel il va falloir compter. Mais l'important, ou alors l'enjeu ici là, c'est est-ce que les Africains ont compris? Est-ce qu'on va parler de l'Afrique comme étant une entité de pays, c'est-à-dire de 54 pays, du Mali, du Cameroun, ou alors on va parler de l'Afrique comme étant une entité unique, capable de parler pour l'intérêt des peuples africains? Pour ma part, voilà véritablement où se situe l'enjeu.
On reviendra justement sur cet enjeu, savoir, parce que là, vous avez posé ce problème-là qui est d'ailleurs soulevé ou relevé par plusieurs analystes. Est-ce qu'aujourd'hui, les États africains comprennent que c'est peut-être le moment, voilà, de lever la tête et de profiter, entre guillemets, de la situation et de s'imposer. À côté de cela, donc, Charlie Kenyé, on sait que la Russie, il y a un mandat d'arrêt contre le président Poutine, le président russe, un mandat d'arrêt de la CPI. Et aujourd'hui, que Pretoria prenne cette décision, cette posture, et parce qu'il faut le dire, hein, Pretoria, du moins l'Afrique du Sud, a dit ne pas se sentir concernée par ces sanctions occidentales. Donc, est-ce que ça ne trahit pas aussi la faiblesse de la CPI? Parce que là, je préfère peut-être utiliser un terme moins violent, mais qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça ne trahit pas cette faiblesse, cette voilà, fragilité de la Cour pénale internationale? Ça démontre simplement ce qu'est le monde. C'est-à-dire que la CPI, il faut le dire, c'est un instrument géopolitique spécialisé dans les questions juridiques à la solde des États-Unis. Il faut le dire parce que les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome. Contrairement à un certain nombre d'États africains. L'Afrique du Sud également en a ratifié, mais il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui à l'intérieur de ce pays-là qui demandent à ce que l'Afrique du Sud sorte de cette mascarade, si on peut le dire ainsi. Mais il faut aussi dire que nous sommes là dans les questions de droit international, le respect du droit international. Et aujourd'hui, le respect du droit international, c'est une question de rapport de force. C'est celui qui détient la force qui définit le droit international. C'est ce que les États-Unis nous ont montré depuis fort longtemps. Et c'est ce que la Russie est en train d'appliquer aujourd'hui. S'il est vrai qu'à l'intérieur de ce pays qu'est l'Afrique du Sud, les autorités, autant qu'un certain nombre de leaders politiques avaient déjà tranché sur la question, Vladimir Poutine est la bienvenue dans ce pays. Il n'a pas à être menacé. D'ailleurs, il est un ami de l'Afrique du Sud. Je prends pour preuve, indépendamment de la sortie de la ministre des Relations internationales, vous avez un acteur politique quand même assez important, député sud-africain, Julius Malema, tout à fait, le président de l'Economic Freedom Fighter, qui disait que pour que la CPI lance un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, elle devrait d'abord commencer par ceux qui ont détruit l'Irak, le Yémen et bien d'autres choses. Ça démontre à suffit la pensée politique de ce pays-là vis-à-vis d'une institution comme la CPI. Mais quand vous ajoutez à ça également le rapport de force dont je faisais allusion tout à l'heure, comment est-ce que Vladimir Poutine arrive en Afrique du Sud? Il arrive en Afrique du Sud avec son avion militaire, l'avion présidentiel, escorté de 6 chasseurs, avec en leur sein des missiles Kinjal et des missiles Iskander, dont un seul missile Iskander capable de rayer un pays comme la France de la carte du monde. Quel est le pays qui peut s'amuser avec un tel dirigeant? Puisque vous nous avez montré que c'est une question de rapport de force. Ces 6 chasseurs bombardiers qui ont accompagné l'avion militaire présidentiel jusqu'en Afrique du Sud et qui ont fait marche en arrière tout en se préparant à venir le recevoir, c'est-à-dire que le reprendre au moment opportun. Mais même si l'Afrique du Sud, avec quelle pression de la Cour pénale internationale, est-ce que l'Afrique du Sud avait les moyens de respecter ça? Puisque la menace même est présente sur le sol sud-africain. Est-ce qu'aujourd'hui, la CPI a les moyens de mettre en exécution la plupart de ces mandats d'arrêt qu'elle envoie à l'échelle internationale, si ce n'est l'Afrique? Parce que quand c'est en Afrique, ils sont très forts. Ils sont très forts. Mais est-ce que vis-à-vis d'un certain nombre de puissances qui ont une certaine force militaire, est-ce que la CPI est capable de rester? On a vu le cas avec les États-Unis lorsque le président Donald Trump l'ancien a menacé justement la CPI. On l'a vu même avec Bensouda lorsqu'elle voulait se rendre. Elle était persona non grata. On a gelé les avoirs de juge. Donc vous voyez que lorsque les pays entre guillemets dits faibles sont en infraction, et bien la CPI elle est forte, elle est prête à agir. Mais lorsque il s'agit des grands de ce monde, et bien cette CPI n'a pas les moyens. La preuve c'est que en réponse à la CPI, la Russie a justement lancé un mandat d'arrêt contre le procureur de la CPI, contre les 3 juges qui ont signé. Ils sont même allés plus loin parce que le vice-président de la Douma a dit qu'il n'était pas exclu qu'un missile puisse atterrir sur les bâtiments de la Cour pénale internationale à La Haye. Et à la suite de ces déclarations, selon certaines informations qui ont été relayées par beaucoup de médias, pendant pratiquement une semaine, beaucoup de juges et d'officiels de cette cour ne se rendaient pas au travail, justement parce que la peur avait changé de camp. Vous comprenez que c'est une question de rapport de force. C'est celui qui détient la force qui dicte le droit international. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette CPI n'est véritablement pas n'agit véritablement pas dans l'intérêt des peuples entre guillemets faibles du monde, mais beaucoup plus
elle agit comme un instrument géopolitique de nature à sanctionner ou alors à remercier un quelconque dirigeant qui soit se rangerait du côté du bloc occidental ou alors déciderait justement de prendre des décisions de nature à légitimer la souveraineté ou alors à assumer la souveraineté de son pays. Et donc, face à cette réalité, la CPI, je crois qu'à l'heure actuelle, doit être considérée sur le territoire africain comme persona non grata. L'Afrique du Sud même l'a reconnu. Oui. Voilà pourquoi il demande qu'il est important, il est même judicieux pour ces pays-là de sortir de cette institution. Est-ce que les autres États africains vont suivre ou alors vont aller dans cette logique-là? C'est ça la véritable question, parce qu'il est clair aujourd'hui que si vous parlez des BRICS, je peux vous rassurer que dans les jours, les semaines ou les mois à venir, la plupart des États membres du BRICS, ceux qui sont dans cette institution vont quitter rapidement cette institution, parce que le rôle des BRICS, c'est justement de jouer d'alternative à toutes ces institutions qui ont été créées par les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour maintenir leur hégémonie. Et donc, on a vu la banque des BRICS se mettre en place avec l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, être nommée présidente de cette banque-là. On sait aujourd'hui que les BRICS sont en train de se constituer une force l'équivalente de l'OTAN, et il est fort probable que dans les jours à venir, une instance judiciaire également va naître de nature à concurrencer toutes ces institutions. Mais justement, quel est l'élément déclencheur qui favorise cette montée en puissance des BRICS aujourd'hui? Je pense que l'élément déclencheur par rapport à cette situation, on peut ramener ça au coup d'État de 2014 avec Maïdan. C'est-à-dire qu'on veut toujours ramener la situation ukrainienne avec les accords de Minsk et bien d'autres choses, avec l'invasion, avec l'opération militaire russe, mais on refuse d'accepter qu'aujourd'hui, et même l'OTAN l'a reconnu, les officiels même de l'OTAN l'ont reconnu, le colonel McGregor, ancien conseiller du Pentagone, a reconnu qu'en 2014, il y a eu coup d'État en Ukraine, le coup d'État qui justement visait le renversement de Viktor Yanukovych pour installer Viktor Yushchenko. Vous avez également le chef d'état-major des armées américaines actuelles qui a eu à le reconnaître dans une interview du fait que les agences de renseignement de l'Alliance de l'OTAN étaient bel et bien présents en 2014 à Maïdan et qui avaient pour but justement de donner un coup de pouce à la révolution de nature à renverser le régime qui était en place, qui était, il faut le rappeler, était pro-russe. Donc il y a eu un coup d'État qui s'est passé, et face à la réalité de ce coup d'État-là, la Russie a compris que l'OTAN n'était pas simplement dans une logique défensive. C'est vrai qu'elle le connaissait depuis, mais cela n'a fait que renforcer ce sentiment de menace de la Russie vis-à-vis de l'OTAN. Et quand vous ajoutez à ça la situation aujourd'hui avec le dossier de Taïwan, parce qu'il faut rappeler que les deux puissances aujourd'hui qui conduisent les BRICS sont la Russie et la Chine. À quel moment ces États ont compris qu'il fallait justement renforcer ou alors activer les BRICS et même renforcer le partenariat stratégique qui les unit, simplement à partir du moment où les États-Unis ont décidé de faire de la Fédération de Russie un État vassal, parce que le projet était de contenir, à défaut de démembrer la Fédération de Russie. Voilà pourquoi il fallait faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, parce que à travers ça, l'Ukraine permettait une marge de manœuvre, une grande projection sur la Fédération de Russie. Rappelons que de l'Ukraine, à travers la position d'un certain missile, vous avez les villes comme Moscou, vous avez les villes comme Saint-Pétersbourg qui sont à 5 minutes de vol. Bon, ça fait en sorte que la Russie ne pouvait... C'est une position assez stratégique. Exactement, la Russie ne pouvait accepter la présence d'une menace comme l'OTAN à ses frontières. Si vous ajoutez à ça le dossier de Taïwan, aujourd'hui, ayant reconnu à l'échelle internationale, consacré même dans une charte de l'ONU, que Taïwan est une province de la République populaire de Chine, mais aujourd'hui, les États-Unis travaillent avec Taïwan comme s'ils avaient fait un État souverain et indépendant. La Chine comme la Russie ont compris que, en réalité, la menace existentielle pour l'avenir de ce monde, ce sont les États-Unis, c'est l'OTAN, c'est le bloc occidental. Et donc, ils ont compris que l'urgence n'était plus à la parole, mais l'urgence était à l'action. Voilà pourquoi cette 2, 3, 4 dernières années, on a vu un renforcement de ces deux pays-là. Ça a commencé dans l'organisation du traité de Shanghai en 2015, avec cet important contrat gazier de pratiquement 400 milliards de dollars. C'est du record jamais vu à l'échelle internationale entre la Fédération de Russie et la Chine. Si vous ajoutez à ça un ensemble de partenariats et d'exercices militaires qui ont été entreprises entre les deux pays, ils ont vu que face à une menace commune, il faut donc une réponse commune. Et si je termine avec ça pour ajouter également le fait que depuis pratiquement 5 ans, la doctrine stratégique
états-unienne a fait de la Chine comme étant la première menace des États-Unis. Donc les Chines sont conscients du fait que ce qui se passe en Ukraine n'est que un prolongement de ce qui les attend demain, parce que les États-Unis l'ont dit dans leur doctrine stratégique, la première menace américaine, c'est la Chine. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent simplement, au-delà de contenir ou de dépêcher la Russie, de faire en sorte que la Russie également devienne une menace pour la Chine, parce qu'il faut rappeler que ces deux pays traversent une très grande frontière, plus de 1000 km de frontière, et donc la Chine sait également que pour ses intérêts, elle ne saurait combattre sur deux fronts. C'est-à-dire que si la Russie tombe, ça veut dire qu'elle aurait un ennemi à sa frontière du côté russe, sans compter le fait qu'elle a déjà un ennemi qui est à l'intérieur de son pays, à savoir le dossier Taïwan. Donc elle ne saurait combattre sur deux fronts. Elle a intérêt justement à défendre la Fédération de Russie pour faire en sorte que la menace puisse être contenue au niveau de l'Asie, de l'Europe centrale, c'est-à-dire les États comme la Pologne, comme la Roumanie, comme la Finlande et bien d'autres de ces pays-là qui aujourd'hui ont rejoint l'alliance militaire qu'est l'OTAN. On sait que cette on va dire quoi, ce soutien, on peut dire comme ça, ou cette collaboration des États africains avec la Russie agace beaucoup le bloc occidental, et surtout ce soutien ou cette coopération Afrique du Sud-Russie. D'ailleurs, elle a fait parler, on se souvient de ces différentes, parce qu'on le rappelle à tous ceux qui nous suivent, hein, je pense qu'ils ont également suivi cela, ce bal diplomatique des officiels américains en Afrique, et justement en Afrique du Sud. Eh bien, on va rappeler cet autre épisode. Madame Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, en tournée en Afrique du Sud, avait déclaré que tous les pays devraient se conformer aux sanctions occidentales sur la Russie, ou alors ces pays-là devront faire face aux conséquences rapides et fermes. Encore des menaces. Est-ce que Pretoria doit craindre par rapport à ces menaces? Personnellement, je ne pense pas. Pretoria ne doit pas craindre par rapport à cette menace, parce que je vais répondre oui et non et je vais développer, vous allez comprendre. Pretoria n'a pas à craindre ces menaces parce que Pretoria est dans un bloc assez compact et assez solide. C'est-à-dire que le bloc des BRICS aujourd'hui, lorsque vous y êtes membre, je peux vous rassurer, vous n'avez nullement besoin de paniquer face à une quelconque menace qui pourrait provenir de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est un marché de consommation de 4 milliards de personnes, c'est un marché de production, parce que vous avez des États comme l'Inde, comme la Chine, comme la Russie. Prenez tous les domaines que vous voulez, que ce soit l'intelligence artificielle, vous avez l'Inde, vous avez la Chine, que ce soit la production industrielle, vous avez la Chine, vous avez également l'Inde, que ce soit le domaine militaire, vous avez la Fédération de Russie, que ce soit le domaine même agroalimentaire, on ne le dit pas toujours, la Fédération de Russie est un gros exportateur de blé à l'échelle internationale. Donc vous voyez que c'est un marché qui en réalité peut vivre sans les menaces du bloc de l'Ouest. Maintenant, la menace ou alors le problème ici pourrait provenir de l'intérieur de l'Afrique du Sud. Et je vais vous dire pourquoi. Simplement parce qu'il faut dire clairement que le processus de transition politique qui devait être mené par l'ANC lorsque Mandela prend le pouvoir n'a pas été achevé. C'est l'une des raisons pour lesquelles Winnie Mandela, jusqu'à la mort du président Mandela, ne s'entendait pas avec son mari. Parce que quand elle voit les possibilités qui souffraient justement à l'ANC, et elle voit comment Mandela a conduit les négociations pour elle, et elle le disait que Mandela a trahi la révolution de l'ANC. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la présidence sud-africaine, c'est une présidence figurative. Le président sud-africain ne contrôle véritablement pas les leviers de souveraineté, les leviers du pouvoir de ce pays. L'économie est entre les mains des Blancs. La défense est entre les mains des Blancs. C'est la raison pour laquelle certains de nos frères là-bas se plaisent parfois à se retourner contre leurs frères africains, comme quoi ils viennent voler les emplois, alors qu'ils ne veulent véritablement pas poser le problème. Le problème, c'est l'accaparement de ces richesses-là par une poignée de personnes. Parce que justement, en son temps, Mandela n'avait pas finalisé, gérer ce problème-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est le problème en réalité qui menace ce pays-là. C'est-à-dire que c'est un problème interne. C'est pas un problème qui pourrait provenir de l'extérieur, parce que à l'extérieur, les alliances qui ont été tissées font de ce pays quand même un pays assez fort. Donc, le problème peut provenir de l'intérieur. Je pense qu'il y a des réformes politiques qu'il faille faire à l'intérieur de nature à rendre ce pays beaucoup plus fort, ou alors à renforcer également le pouvoir de la communauté noire dans ce pays-là. Et c'est même ça le défi, le combat de Julius Malema, parce que son parti même le démontre à ce fait, c'est économique. Freedom Fighters, c'est-à-dire les combattants de la liberté économique. Et vous voyez que
un personnage comme celui-là, noir, il faut le rappeler, ne saurait ouvrir un parti politique consacré simplement à la liberté économique de l'Afrique du Sud si véritablement c'est un pays qui avait sa liberté économique. Vous comprenez que l'économie de ce pays-là est véritablement conduite par une poignée de personnes, par ces blancs-là, qui ont donné une présidence mais qui ont pris les éléments de souveraineté du pays. Et c'est donc ça la menace de ce pays. Aujourd'hui, il y a des réformes institutionnelles, des réformes qu'il faut faire à l'intérieur du pays pour justement éviter que le pouvoir politique ne bascule ou alors ne soit assujetti à ces petites personnes-là ou alors à cette communauté de personnes qui détiennent les leviers de souveraineté du pays. Donc, si on parlait à présent de ces exercices militaires conjoints, toujours puisqu'on parle de BRICS, vous nous direz si cela rentre toujours dans le cadre justement des BRICS, parce qu'on essaye de comprendre tout ce qui pourrait peut-être justifier aujourd'hui la posture de l'Afrique du Sud, cette posture que ce pays adopte aujourd'hui. On voit une certaine assurance face aux États occidentaux. On sait qu'il y a eu des exercices, du moins on avait déjà annoncé en janvier dernier, des exercices militaires conjoints entre la Chine, l'Afrique du Sud et bien sûr la Russie. Est-ce que tout cela, est-ce qu'il y a un trait, est-ce qu'il y a un rapport avec tout cela? Bien sûr, il y a un rapport. Simplement, on peut aimer, on peut détester ce pays, mais l'Afrique du Sud fait partie des 5 plus grandes armées d'Afrique. Donc, c'est une armée avec laquelle il faut compter. Et maintenant, je suis un peu triste parce que l'Afrique du Sud en elle seule, pour le continent africain, ne saurait mener pareil combat. Il y a des géants économiques tels que le Nigeria, sans lesquels vous ne pouvez pas faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas se construire en elle-même sans que le Nigeria n'assume son rôle de leader. Mais malheureusement, que fait le... Il faut déjà l'assumer. Que fait le Nigeria? Le Nigeria aujourd'hui, qui peut être vendu comme étant une démocratie, mais c'est une voyoucratie. Regardez les élections récentes, où celui qui a été élu président, on a vu comment il a acheté les électeurs parce que c'est un multimilliardaire. Vous voyez comment au Nigeria, aujourd'hui, l'oligarchie décide de qui peut monter au pouvoir pas. Mais on vous dit qu'elle est rotative. Est-ce que lors même des campagnes présidentielles du côté du Nigeria, vous avez entendu un seul candidat prononcer ou alors parler en termes d'unité de l'Afrique? Non. Ils parlent du Nigeria, parfois même ils parlent de leur marché commercial, ils parlent de leurs petits intérêts avec un certain nombre de puissances occidentales. Mais est-ce qu'ils parlent du Nigeria comme étant une locomotive? Est-ce qu'ils parlent du Nigeria comme étant un État au cœur du dispositif de l'Union africaine, c'est-à-dire capable d'amener les autres États à faire ensemble? C'est triste, mais c'est ça la réalité. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Afrique elle-même, si c'est l'Afrique de 54 pays, je comprends. Mais l'Afrique comme entité géopolitique, elle n'existe pas encore. Parce que ceux justement qui peuvent porter ce combat-là, qui peuvent porter cette dynamique-là, ne se sentent même pas concernés. Est-ce qu'on peut parler de l'Union africaine sans parler du Nigeria? Non. Est-ce qu'on peut parler de l'Union africaine sans parler de l'Égypte? Non. Est-ce qu'on peut parler de l'Union africaine sans parler de l'Algérie? Non. Est-ce qu'on peut parler de l'Union africaine sans parler de l'Ouganda? Non. Mais comment est-ce que ces pays-là se comportent? C'est ça la tristesse. Est-ce que l'Afrique du Sud, elle seule, peut être vue comme la locomotive du continent africain? Je ne pense pas. Parce qu'il faut également le dire, c'est un pays qui a un passé historique assez flou, pour lequel un certain nombre d'États africains ne sauraient laisser l'avenir du continent entre les mains de ce pays. Surtout que, rappelons que l'histoire, c'est un pays également qui a trahi le continent dans l'histoire. L'une des promesses ou alors l'une des volontés, l'une des obligations qui avait été soumise à Mandela pour que celui-ci prenne le pouvoir, c'était la dénucléarisation de ce pays, parce que l'Afrique du Sud avait lancé un vaste programme nucléaire. Aujourd'hui, c'est un pays qui devait être détenteur de l'arme nucléaire, mais l'une des raisons, des obligations qui avaient été posées sur la table pour que le pouvoir puisse être remis aux Noirs, parce qu'il faut le dire ainsi, aux Noirs, à l'ANC, à Mandela, c'était la dénucléarisation de l'Afrique du Sud, ce qui a été fait. Alors, quel est l'élément de puissance sur lequel l'Afrique peut s'appuyer pour parler? Et pourtant, ensemble, il est possible aujourd'hui pour nous de faire ça. Peut-être on a encore une lueur d'espoir avec le Mali, parce qu'il faut rappeler que le projet de fédération qui est en train de se faire en Afrique de l'Ouest entre la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, moi je pense que très probablement, peut-être dans les années à venir, il n'est pas exclu, puisque étant sorti du projet START, qui justement permettait la non-prolifération des armes nucléaires entre la Fédération de Russie et les États-Unis, parce que les États-Unis ne respectaient pas le traité, on a vu la Chine aujourd'hui entrer dans une nouvelle phase, c'est-à-dire qu'elle est en train de choisir des pays stratégiques qui justement veulent acquérir l'arme nucléaire. Elle positionne des installations tactiques
nucléaire sur le territoire là. Ils l'ont fait avec la Biélorussie, avec l'approbation de Loukachenko. Je pense que demain, le projet de fédération Mali, Guinée, Burkina Faso achevé, je pense que si ceux-ci justement sollicitaient la présence d'un déploiement tactique nucléaire sur le sol, je crois que la Russie également le ferait parce qu'il en veut également de ses intérêts sur le sol africain. Et peut-être justement avec la possession de cette arme nucléaire sur le sol africain, l'Afrique serait beaucoup plus respectée. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, on ne peut pas parler de multipolarité, on ne saurait parler d'évolution du monde vers une certaine multipolarité sans parler d'armes nucléaires. L'arme nucléaire, c'est l'arme stratégique. Celui qui le détient a l'obligation d'être écouté parce que justement, si vous voulez qu'on y aille, eh bien allons tous. Et le monde s'arrêtera d'exister. Et justement, vous faites bien parce qu'on a l'impression que cette décision de l'Afrique du Sud ou encore cette posture n'émeut pas vraiment au sein même du concert des nations, je vais dire, de l'Afrique, des États africains, de l'ensemble des États africains. On a l'impression que s'il s'agissait d'un autre pays, vous avez cité le Mali, on parle par exemple du Burkina Faso, qui prenait ce type de décision, qui tenait ce type de déclaration, cela aurait porté. On a l'impression qu'avec l'Afrique du Sud, il n'y a pas ce réel impact. L'Afrique du Sud ne représente pas vraiment dans la géopolitique africaine. Pourtant, c'est quand même le seul pays membre des BRICS, quand même. Oui, simplement parce que il y a le passé de ce pays-là qui le rattrape. Uniquement à cause du... Pas seulement à cause du passé, mais c'est un élément majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut également dire que, je vous parlais tout à l'heure des éléments de souveraineté qui sont détenus par des Blancs. Ça fait en sorte que lorsque les Africains regardent l'Afrique du Sud, ils regardent l'Afrique du Sud de haut. C'est-à-dire que nous, les Noirs africains, lorsque nous observons l'Afrique du Sud, nous observons ce pays de haut. Les éléments qui peuvent permettre à nous donner une certaine assurance des pays africains vis-à-vis de ce pays ne sont pas encore mis sur la table. Je vous prends un cas très simple. La plupart de des révolutions, à la limite, je dirais des coups d'État qui ont été orchestrés sur le sol africain, c'est fait avec l'aval de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le pays en Afrique qui détient le plus de sociétés de mercenaires. Et si vous prenez le printemps arabe qui a conduit à la chute de Ben Ali, si vous prenez la chute d'un certain nombre de problèmes avec même la Libye et même le Mali au début, même la guerre dans le Sahel, il y a beaucoup de sociétés de mercenaires sud-africaines qui sous-traitent les services des pays occidentaux et qui opèrent dans le Sahel. Donc ça fait en sorte que cette réalité-là, les Africains quand même les analysent et comprennent que l'Afrique du Sud n'a pas encore blanchi son tableau devant nous pour que justement nous le voyons comme ce géant ou alors comme ce frère qui peut porter les velléités ou alors les désidératas des peuples africains. Mais c'est un pas, parce que ce sont nos frères certes qui sont au pouvoir, mais il y a des réformes qui n'ont pas encore été entreprises pour renforcer leur pouvoir dans ce pays-là. Ça fait en sorte que on est fiers de cette réalité, du fait que l'Afrique fasse partie des BRICS, mais on reste dubitatif. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui, justement, encore font de ce pays-là une menace pour le continent africain. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, il est impératif pour les BRICS de véritablement se réadapter, d'obliger des réformes à l'intérieur qui vont conditionner l'Afrique du Sud à faire ces réformes-là de nature à renforcer un certain nombre de choses, mais aussi, et je pense que c'est ce que nous voyons du côté de la République centrafricaine, avec le capital dorénavant du côté de Bangui. Bangui également risque de devenir un enjeu géopolitique majeur, parce que les BRICS ne sauraient faire de Bangui le capital sur le continent africain et permettre à ce que cette capitale peut être menacée par n'importe quel kidam ou par n'importe quelle puissance. Donc je pense que la présence même des BRICS à Bangui est une opportunité pour les autorités centrafricaines d'aller beaucoup plus loin dans le partenariat stratégique avec cette alliance-là, de nature, au-delà même de renforcer l'armée, mais également même de solliciter la présence d'un dispositif nucléaire tactique sur le sol centrafricain qui véritablement pourrait servir de base, de rempart pour permettre à ce que le continent africain puisse assumer. Donc, il y a des opportunités, mais il y a également des faiblesses aux intellectuels africains, aux stratèges africains, aux hommes politiques africains de s'asseoir ensemble, de penser leur continent de nature à faire de l'Afrique un acteur géopolitique et non une entité de pays capable de se lever chacun de son côté et d'aller parler au nom du continent. On rappelle que l'Afrique du Sud a toujours malgré, en tout cas, on peut le dire comme ça, vous avez citer un certain nombre, on va dire quoi, de limites peut-être, ou encore de remarques qui font en sorte qu'aujourd'hui on regarde l'Afrique du Sud d'un œil
peut-être pas très admiratif. Effectivement. Mais on va quand même rappeler, puisque si on revient par exemple sur l'épisode ces pays qui marquent, parce que il faut également le dire, l'Afrique du Sud fait partie de ces rares pays qui osent dire non face aux sanctions occidentales contre la Russie, parce que parmi les autres pays africains, certains ont décidé de rester neutres, certains ont voté pour, certains, très peu, ont voté contre. Mais bon, on est revenu là-dessus. Mais au temps d'Omar el-Béchir, on a vu également l'Afrique du Sud qui a pris une certaine posture, qui a défié aussi la justice internationale. Donc, c'est quand même un acteur important ou majeur qui manque peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. Effectivement. Qui pourrait faire en sorte que l'Afrique du Sud puisse s'imposer. Moi, je pense très humblement que le fait qu'un pays comme l'Afrique du Sud dise non à la CPI, c'est quelque chose de fort. Il y a d'abord la symbolique. La symbolique veut dire qu'il y a un État africain qui reconnaît que la CPI est un machin, pour reprendre les propos du général de Gaulle. Et c'est un pays qui est contrôlé par les Noirs. Mais d'un autre côté, vous avez des États noirs qui, à chaque fois que la CPI souffle le vent à gauche, ils vont à gauche. Souffle le vent à droite, ils vont à droite. Simplement parce que ces États n'ont pas compris la réalité géopolitique du monde. Écoutez, la visite récente d'Emmanuel Macron, accompagné de Ursula von der Leyen, en Chine, pour moi, c'est un sujet même de thèse. D'ailleurs, je suis encore en train de travailler sur la question, je vais rédiger un article dessus, qui démontre à suffit quelque chose de magnifique et qui est une leçon pour les peuples du monde. Voilà une dame qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui est la patronne de l'Union européenne, qui arrive en Chine pour un sommet international, un sommet mondial, c'est une visite d'État si on peut le dire ainsi, mais qui est reçue par le ministre de l'écologie et de l'environnement chinois. Donc, la sortie qui avait été prévue pour elle s'est faite par la même sortie qu'utilisaient les passagers des vols commerciaux. D'ailleurs, elle s'est sentie tellement humiliée que pour partir, elle a dû prendre un vol commercial simple comme ça pour retourner. Mais c'est une leçon. Les Africains doivent comprendre quoi? Derrière cette dynamique, la Chine montre à suffire à l'échelle internationale que l'OTAN, que l'Occident n'existe plus. Puisque sa posture quand même l'oblige un minimum de respect en termes de balai diplomatique. Mais vous voyez que rien n'a été fait. Absolument rien. Allez voir la sortie de Florian Philippot, le président du mouvement Les Patriotes français, qui il a décortiqué cette visite. À la limite, c'est une humiliation pour cette dame-là. Mais parallélisme de forme, vous pensez que si elle avait été reçue en Afrique, ça aurait été la même chose? Non. À un moment, il n'est pas question de force, parce que le monde des années 60 ne peut plus être le monde des années 2000. Pareille chose dans les années 60, pour un pays africain, je peux vous rassurer qu'on l'aurait bombardé rapidement. C'est-à-dire que c'était la logique du hard power. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus être fait. Parce que quand on voit ce qu'ils ont fait en Libye, Vladimir Poutine à la suite disait qu'il ne pourra plus jamais accepter à l'échelle internationale que ce qui s'est fait en Libye se refasse encore à l'échelle internationale. Voilà pourquoi il est intervenu rapidement en Syrie. Donc aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que le rapport de force a changé. Et donc les États africains doivent avoir un peu plus de force, de souveraineté, d'affirmation de leur souveraineté. J'ai discuté avec même un officiel russe récemment qui me faisait savoir que l'une des raisons même pour lesquelles la Russie ne fait pas plus que ce qu'elle fait en Afrique, c'est parce que les Africains ne montrent même pas également leur volonté à véritablement s'assumer. C'est-à-dire que quand vous voyez les États qui s'assument, qui veulent montrer, qui montrent leur volonté à s'assumer, on voit directement la réaction de la... On voit du côté du Mali. Le Mali. On a vu la sortie récemment des officiels américains qui craignaient le fait qu'ils parlaient de le surarmement du Mali. Effectivement, parce que la Russie ne rechigne pas dans les moyens vis-à-vis du Mali. Elle donne du matériel militaire. Quand vous voyez le dispositif militaire qui arrive au Mali au jour, mais vous posez la question, bon Dieu, est-ce que c'est possible? Mais on a vécu un partenariat de plus d'un siècle avec les Occidentaux, on n'a jamais eu ça. Simplement parce que le Mali montre également cette volonté à s'affirmer à l'échelle internationale. Le Mali qui veut d'ailleurs récupérer Kidal. Exactement. Kidal est en siècle aujourd'hui. Donc ça fait en sorte que, est-ce que les États africains... Donc l'Afrique du Sud a donné le ton aux États de véritablement aller dans ce sens-là. On attend que le Cameroun dise, je sors du traité de Rome parce qu'il n'est pas
partial dans l'analyse, dans le traitement des dossiers judiciaires. On attend que la Côte d'Ivoire, le Gabon, que ce pays-là, quand ils vont le faire, même les acteurs internationaux qui veulent nous aider même beaucoup plus que ce qu'ils font, comprendront qu'effectivement, ces gens ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Comment ne pas les appuyer? Mais si on reste dans ces logiques attentistes, de dire que nous sommes des non-alignés, eh bien non, le monde ne fonctionne plus comme ça. Vous ne pouvez pas rester non-aligné pendant longtemps. Il est impératif il est impératif pour les États africains de prendre position et d'assumer leur position là, parce que le monde est en train de changer. Est-ce qu'il va changer avec nous? Est-ce qu'il va changer pour nous? Est-ce qu'il va changer avec nous? C'est la question aujourd'hui qu'il faut se poser. Et à ça, je crois que les États africains, les peuples africains doivent se réveiller de nature à imposer cette logique-là, cette vérité à leurs dirigeants. Est-ce que le BRICS, on rappelle que nous sommes presque à la fin, hein, mais puisqu'on parle justement des BRICS et l'Afrique du Sud, je ne sais pas, est-ce qu'il y a cette possibilité aujourd'hui puisqu'il y a le G20, il y a le G7, est-ce qu'il y a aujourd'hui cette possibilité d'élargir les institutions peut-être tout à fait je crois à d'autres États, oui, beaucoup. Je ne sais pas si les gens sont au courant de cette information. Je l'ai eu il y a pratiquement 24 heures. Le ministre des Affaires étrangères chinois est pour une entrée rapide. Ce sont ses propos. Il a dit une entrée rapide de l'Arabie Saoudite dans les BRICS. C'est-à-dire que un peu ce qu'on a fait avec la Finlande. Parce que récemment, quand on nous a annoncé l'entrée de la Finlande comme étant le 31e État membre de l'Alliance, ce qu'on n'a pas voulu dire aux gens, c'est qu'en réalité, comment est-ce qu'on peut expliquer que la Suède et la Finlande, qui ont déposé leur demande d'adhésion pratiquement au même moment, on a accepté la Finlande, mais on tarde avec la Suède. Et bien, ce qu'on ne veut pas dire, c'est que du côté de la Finlande, les jours à venir risquent d'être sombres pour le régime en place parce qu'ils sont appelés à perdre les législatives. Et donc, s'ils perdent les législatives, le projet d'adhésion à l'OTAN risque d'être revu parce que le parti qui va arriver, qui est un parti de gauche, parce qu'actuellement c'est un parti de droite, le parti qui est appelé à prendre le pouvoir dans les législatives au Parlement est un parti de gauche, n'est pas dans la logique otanienne. Donc pour accélérer dans le processus, il fallait que le parti de droite, avant de perdre le Parlement, puisse valider l'adhésion à l'OTAN. Voilà pourquoi on a accéléré, on a créé cette mascarade et la Finlande aujourd'hui fait partie de l'OTAN parce que la Finlande également est un enjeu stratégique pour l'OTAN du fait de sa proximité avec la Fédération de Russie. Oui. Donc, en réponse à ça, donc, le ministre des Relations extérieures, des Relations internationales chinois pense qu'il faut accélérer le processus d'adhésion de l'Arabie Saoudite qui a officiellement demandé à rejoindre les BRICS. Si vous ajoutez à ça des pays comme la Grèce, qui également, rappelons que l'Arabie Saoudite c'est un ancien allié des États-Unis, l'Arabie Saoudite veut rejoindre les BRICS. Et on voit donc comment les officiels des BRICS disent qu'il faut accélérer cette demande-là. Vous avez, parce que lors de la dernière rencontre des BRICS, il y a eu pratiquement 1000 participants. Dans les 1000 participants, il y avait pratiquement une centaine de pays qui justement ont toqué à la porte des BRICS. Le Nigeria même est en train de toquer à la porte des BRICS, même si on ne le dit pas toujours. Vous avez des États même en Europe qui veulent toquer à la porte des BRICS, tels que la Grèce. La Grèce est en train de vouloir toquer à la porte des BRICS. Donc aujourd'hui, les BRICS est une réalité, est une alternative et les États qui justement façonnent ou alors qui sont justement porteurs de ce projet-là sont en train de répéter les mêmes méthodologies qu'ont fait les États-Unis avec l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Donc ils sont en train d'accélérer des États qui ont un intérêt stratégique pour les États-Unis à l'organisation des BRICS de nature à renverser le rapport de force et à permettre à cette institution véritablement de prendre son envol et de concurrencer les puissances de l'Ouest. Le rapport de force sera-t-il renversé? En tout cas, nous restons, nous observons, comme on le dit, hein, on observe, on regarde. L'actualité, bien sûr, évolue. On rappelle la thématique, hein, puisque nous sommes presque à la fin. On parle de cette sortie sud-africaine, cette posture que le pays adopte aujourd'hui. Alors, de ce côté-là, on estime, on s'insurge contre les sanctions occidentale vis-à-vis, bien sûr, de la Russie. On rappelle que ce n'est pas une posture qui surprend, en tout cas pour certains, car l'Afrique du Sud est toujours restée droite dans ses bottes en ce qui concerne la question russe. Aujourd'hui, est-ce que les autres États africains peuvent suivre le même pas? Est-ce qu'il faut, comme ça, aller à l'aveuglette, si on peut le dire ainsi, pour suivre également la Grande Russie, parce que c'est aussi une autre interrogation. Est-ce que c'est parce que les autres le font qu'il faudrait également le faire? Est-ce que c'est forcément
la Russie le véritable problème? Et on va peut-être sortir par cette interrogation d'un auditeur, d'un téléspectateur qui nous suit. Quand est-ce qu'on va arrêter quand même? C'est vrai, il y a la Russie, mais quand est-ce qu'on va parler Afrique tout simplement et ne plus dire on va vers la Russie, on va vers les BRICS, la Chine et tout. Donc, est-ce que même aujourd'hui, les conditions ne permettent pas aux États africains de s'assumer eux-mêmes ou alors de se défendre eux-mêmes? C'est une très belle question, mais il faut également le dire que un État ne... Je veux dire quoi? Un État ne développe pas son potentiel sans véritablement s'appuyer sur un autre. D'accord. Et je vais vous donner l'histoire. Ça peut être péjoratif, ça peut être, je vais dire quoi, de façon positive, si on peut le dire ainsi. Les États-Unis sont une puissance aujourd'hui simplement parce qu'elle a su utiliser la Deuxième Guerre mondiale à son profit. Également la Première Guerre mondiale. Les États-Unis sont une puissance aujourd'hui parce que la puissance américaine est endossée d'abord sur l'exploitation de l'Europe, même si on ne le dit pas toujours. L'Europe voulue par les Européens est différente de l'Europe qu'ils ont eue. Lorsque l'Europe pense sur l'Europe, c'est-à-dire qu'au début, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Churchill et les autres, les De Gaulle s'asseyent pour justement penser une union des pays européens, oui. Ils ont été inféodés par les États-Unis. À cette époque, vous avez un think tank américain qui s'appelait l'American Community for United Europe. Oui. L'American Community for United Europe, c'est un think tank qui regroupait en son sein des anciens responsables de la CIA, des anciens responsables de l'OSSS lors de la Deuxième Guerre mondiale, des anciens responsables du département américain, qui avaient pour rôle de quoi? De partager des mannes, des subsides et bien d'autres choses à n'importe quelle association et un certain nombre d'institutionnels européens de nature à prôner l'idéologie atlantiste, c'est-à-dire voulue par les États-Unis. D'ailleurs, pour reprendre les mots de Gaulle dans les années 60, se référant à l'un de ses proches collaborateurs, à la personne de Monnet, De Gaulle disait « Monnet travaille pour les États-Unis ». C'est De Gaulle qui le disait. Il a dit qu'il reconnaissait que l'un de ses collaborateurs avec lesquels ils ont pensé l'Europe travaillent pour les États-Unis. Oui. D'ailleurs, Le Gaulle même encore allait plus loin parce qu'il parlait de l'américanisation française avec l'industrie hollywoodienne, le soft power qui est financé par le Pentagone, qui a beaucoup influencé. Ça veut dire que l'Europe aujourd'hui est une machination des États-Unis. Et c'est sur cette Europe-là que les États-Unis se sont assis pour devenir une puissance comme elle est aujourd'hui. Rappelons également que la Chine, qu'on aime souvent vanter comme un pays qui s'est renfermé sur lui-même et qui s'est ouvert au monde, l'a fait de façon personnelle, il n'a pas reconnu. Non, c'est faux. La Chine est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à l'URSS. C'est l'Union des républiques soviétiques qui a façonné l'idéologie chinoise que nous voyons aujourd'hui. Le problème dans ça, c'est quoi? C'est pour dire qu'un État ne se lève pas facilement comme ça de lui et s'exprime à l'échelle internationale. La problématique qu'il faut se poser, c'est celui du leadership. Parce que les États-Unis sont devenus une puissance en s'appuyant sur l'Europe parce qu'ils ont eu un leadership qualifié, un leadership visionnaire. La Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui parce que bien que bénéficiant ou alors en s'appuyant sur l'aide de l'Union des républiques soviétiques et socialistes, la Chine a eu un leader visionnaire. Parce que la Chine que nous voyons aujourd'hui, c'est la Chine de Mao. Même si Deng Xiaoping est venu apporter un plus à ça, c'est Mao qui a fabriqué la Chine que nous voyons aujourd'hui. Et Mao a reçu beaucoup de l'aide de l'URSS en termes d'armes, en termes... L'idéologie même maoïste, c'est une idéologie communiste, il faut le dire ainsi. Donc c'est pour dire que la Chine également s'est appuyée sur quelqu'un, mais il y a eu un leadership visionnaire qui a pensé le pays sur 100 ans, sur 2 siècles, sur 3 siècles. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce qu'en Afrique, donc, il y a un leadership qui émerge du continent africain? C'est ça le problème. Ouais. Est-ce que nous avons quelqu'un comme Goïta dans la plupart de nos États? Il faut qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Goïta puisse jaillir ou alors puisse être représenté sur l'ensemble des États africains et que entre ces différents Goïta, qu'un Goïta suprême émerge pour porter la vision de l'Afrique. On a un problème de leadership. Et ceux justement qui ont porté le leadership africain ont été assassinés. Les Kwame Nkrumah, les Ruben Oumniobe, les Patrice Emery Lumumba, les Sékou Touré, les Modibo Keïta. C'est eux le leadership africain. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas qu'est-ce qu'on peut compter. Non. La Russie, entre les États, il n'y a pas d'amis. Ce sont les intérêts. Mais il faut un leadership qualifié, un leadership visionnaire qui
en plus des intérêts, doit montrer la vision. Parce que ça s'est fait ailleurs. Est-ce que nous avons non ce leadership en Afrique? C'est ça le problème. Parce que le jour où nous aurons le leadership à même de fédérer les puissances africaines, même si la Russie veut avoir une pensée hégémonique vis-à-vis de l'Afrique, elle ne pourra pas. Parce que le leadership pourra penser l'Afrique de 1 siècle, l'Afrique sur 2 siècles, l'Afrique sur 3 siècles. Mais malheureusement, en Afrique, nous avons ce problème de leadership. Ce n'est pas un problème de voir le mal à la Russie. Non, nous avons besoin de la Russie. La Russie est une alternative. Ce n'est pas que nous comptons sur la Russie. Non, il n'y a pas d'amis en relation internationale. Ce sont les intérêts qui comptent. Il n'y a pas de philanthropie. Mais il faut dire quelque chose, c'est que pour l'instant, dans la lutte de libération que nous menons, nous avons besoin de la Russie, comme la Russie également a besoin de nous. Mais il faut un leadership qualifié, visionnaire, pour pouvoir tirer profit justement de ces avantages, de ces alliances stratégiques de nature à penser l'Afrique de demain. Et c'est donc ça le problème. Ce n'est pas un problème d'alliance, mais c'est un problème de leadership. Un problème de leadership. La Russie qui fait partie des BRICS, mais il y a également d'autres pays, le Brésil, la Chine, l'Inde. La Chine, l'Inde. Voilà, on met de côté l'Afrique du Sud, puisqu'on s'intéresse aux États africains. Mais pourquoi est-ce que ces autres États n'ont pas un réel, on a l'impression, vous allez nous corriger, un réel impact aussi sur les États africains? Les BRICS aujourd'hui sont portés par 2 puissances. La première, elle est économique, la Chine. La deuxième, elle est militaire, la Russie. L'Inde et les autres pays sont en train d'entrer dans la danse. Mais très faiblement, parce que vous savez récemment, le premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala-Maïga, à qui nous faisons un clin d'œil, était récemment en visite en Inde. Tout à fait. Où il a rencontré un certain nombre d'officiels et tout ça. Il y a eu des partenariats qui ont été tissés. Tout à l'heure, même dans ma question, vous m'avez posé une question, vous parlez des BRICS. Rappelons également qu'il y a l'Iran qui est en train de toquer à la porte des BRICS. Et l'Iran, c'est une puissance, même si on ne veut pas toujours le reconnaître. C'est une véritable puissance. Donc, il y a des États également, comme on a parlé comme était de côté l'Afrique du Sud. Je parlais de l'Inde tout à l'heure avec le cas du Mali. Vous avez des États comme le Brésil. Rappelons que le Brésil est un partenaire stratégique du Cameroun, même si on ne le dit pas toujours. La plupart des officiers de la marine camerounaise se forment au Brésil. On ne le dit pas toujours. Et le Brésil mène des exercices militaires en permanence avec l'armée camerounaise au large de nos côtes, dans le cadre de la sécurisation de la sécurisation transfrontalière, la sécurisation maritime, la lutte contre la piraterie maritime et tout ça. Donc, le Brésil également, c'est un allié stratégique, sauf que la plupart de ces pays ne sont pas dans la propagande. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi ce qu'on reproche aux BRICS, parce que même si aujourd'hui les BRICS sont une puissance, parce qu'il faut le dire, sont une puissance de loin supérieure au G7 et à tout ce que vous voulez par la suite, les BRICS aujourd'hui n'ont pas un organe de communication de masse de nature à véritablement mettre en avant, mettre en lumière les différentes collaborations et partenariats qui les lient avec certains États africains. Quand on sait qu'aujourd'hui dans la géopolitique, la communication est importante. C'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine, fort de ce constat, avait décidé de mettre sur pied Russia Today et Sputnik, qu'il finançait, je crois, à hauteur de pratiquement 4 milliards de dollars par an, parce qu'il a compris que pour gagner la guerre contre l'atlantisme, contre l'Ouest, il lui faut des médias de masse capables de porter la voix de la Russie partout dans le monde. Et je pense que c'est ce qu'il fait aujourd'hui aux BRICS, c'est-à-dire de vanter ce partenariat. On sait aujourd'hui que les BRICS sont en train de prévoir un vaste projet de construction et d'investissement en République centrafricaine. Mais très peu de personnes le savent. Donc aujourd'hui, je crois que les BRICS également doivent évoluer dans cette dynamique-là, à savoir mettre sur pied des organes de masse, des organes de médias de masse, de nature, à véritablement mettre en lumière, promouvoir et même faire la propagande de ce qu'ils font également sur le continent africain. Et je vous l'ai dit, ils le font beaucoup. Le Brésil, avec le Cameroun, je peux vous rassurer, c'est magique, c'est magnifique ce que le Brésil est en train de faire avec le Cameroun en termes d'alliance militaire. Je parle simplement de ce domaine que je maîtrise bien. Mais vous voyez que très peu de personnes le savent. Donc, si vous voyez le cas de l'Inde avec le Mali et bien d'autres choses, c'est des pays qui sont en train véritablement de faire des choses et qui sont en train d'être représentés sur le continent africain, mais qui ne sont pas vraiment médiatisés, et ça fait en sorte qu'on a l'impression de ne pas les voir, de ne pas les savoir, de ne pas les comprendre, de ne pas les sentir, mais ils sont véritablement présents. Ils sont donc véritablement présents. C'est sur ces propos, Charlie Kenshi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette analyse. L'information se poursuit. De toutes les façons, nous sommes dans un, on a l'habitude de dire, nous sommes dans un combat et on a l'obligation de rendre compte. Effectivement. Alors, chers téléspectateurs, téléauditeurs, auditeurs de For You Media, merci